quand je vois ces infrastructures-là, je suis vraiment content, fier d'être ivoirien. Et je dis merci au président Ouattara. Mais une fois que j'ai dit ça, pour le reste, c'est négatif. Parce qu'on n'a pas investi comme il fallait dans l'école, on n'a pas investi comme il fallait dans dans la santé. Quand on parle de santé, on nous dit qu'il y a tel nombre de... Il y a un hôpital à moins de 5 km et on donne le pourcentage. Mais un système éducatif, ce n'est pas que l'offre de soins. Parce que quand on parle d'hôpitaux, c'est l'offre de soins. Mais je suis Donatien Robé, je suis socio-économiste, je fais des évaluations de politique sociale. Je suis donc spécialisé en politique sociale. Je suis consultant indépendant en protection sociale. Alors, j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle de 2025, octobre 2025, parce que j'estime que j'ai des idées à apporter à la Côte d'Ivoire. J'ai des idées nouvelles à apporter dans le débat politique, parce que je me suis rendu compte depuis que nous faisons des élections en Côte d'Ivoire qu'il y a certaines thématiques qui sont traitées de façon superficielle. Sur l'école, sur l'emploi, sur la santé. Alors tous ceux qui se présentent, ils disent qu'ils vont permettre par exemple aux Ivoiriens de se soigner, sans toutefois dire comment ils vont le faire. Et ils disent qu'ils vont construire des écoles, comme s'il suffisait de construire des écoles pour que tout le système scolaire aille bien. Et ils vont dire qu'ils vont créer des emplois, sans toutefois dire comment ils vont créer ces emplois-là. Bien sûr, quand ils le disent, les populations applaudissent. Moi, je pense que sur cette thématique-là, c'est vrai, c'est des thématiques politiques, mais il y a aussi un aspect technique derrière toutes ces politiques publiques. On n'aborde pas ces thématiques-là, on va faire ces aspects techniques. Ce qui fait que quand les gens arrivent au pouvoir, c'est maintenant qu'ils commencent à réfléchir. Or, c'est en amont qu'il faut réfléchir. Et moi, je pense qu'il faut mettre toutes ces questions sur la table, surtout le volet technique de toutes ces questions, de toutes ces politiques publiques. Je vois que l'environnement politique est un peu pollué. Et on parle d'éligibilité. Et j'ai l'impression qu'on va toujours parler de cette question jusqu'au 25 octobre. Et malheureusement, c'est toutes ces questions qui polluent le débat public parce qu'on n'entre pas dans les questions de fond. Malheureusement, là, il y a la question de la radiation du président du PDCI, de la liste électorale. Bon, moi, je ne commente pas les décisions de justice, mais je pense qu'à un moment donné, il faut que le politique prenne le relais pour prendre des décisions politiques dans le but d'avoir une élection inclusive en Côte d'Ivoire. Parce que exclure une partie, parce qu'il y a Laurent Gbagbo aussi qui n'est pas candidat, Charles Blé Goudé, ce sont des visions, des pans entiers d'une vision qui disparaît dans le débat politique. Laurent Gbagbo, par exemple, il n'est pas candidat, mais c'est une vision sociale qui disparaît dans le paysage politique. Je pense qu'il y a des personnes qui peuvent apporter beaucoup de choses dans ce débat-là. Il ne faut pas les exclure. Il faut prendre... La justice a décidé, mais il faut prendre des décisions politiques pour qu'on puisse avoir effectivement une élection inclusive. Bien évidemment, quand on voit ça, on sait que de loin, tous les ingrédients sont là pour avoir une élection difficile, mais au-delà de l'élection, pour avoir une période très difficile pour la Côte d'Ivoire. On l'a déjà vu en 2010. Il faut faire en sorte d'éviter ces problèmes-là. Parce que, vous savez, les tensions politiques ont une influence négative sur l'économie, forcément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'imagine qu'il y a des entreprises qui voulaient investir, qui ont suspendu leurs investissements. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans quelques mois. Il y a des entreprises qui voulaient, ou alors il y a des Ivoiriens qui voulaient consommer, acheter une voiture, une maison, qui vont s'abstenir de le faire. Il y a des entreprises qui voulaient embaucher en CDI des jeunes, mais qui vont se dire non, je préfère attendre parce que je ne sais pas, ça ne sert à rien d'embaucher quelqu'un et puis après j'aurai des difficultés dans mon entreprise. Donc tout sera suspendu. Déjà, l'environnement est délétère. Tout sera suspendu, malheureusement, et ce n'est pas fait pour l'économie. La Côte d'Ivoire, c'est vrai, depuis 2012, nous sommes dans une phase importante de notre économie. Notre économie est libérée, les Ivoiriens consomment, il y a les investissements qui reprennent. Et malheureusement, si on retombe encore dans ces travers,
ce ne serait pas bien pour tout le monde. Technique. Moi, j'ai une option technique. Je ne veux pas, honnêtement, m'éterniser sur les questions politiciennes. J'ai déjà dit que ce débat va polluer l'atmosphère politique. Et si je me mets encore à donner mon point de vue, vous allez voir que cette interview va prendre, tout ce sujet-là va prendre toute l'interview. Or, ce n'est pas mon objectif. Moi, je veux parler d'autres choses. Je veux parler des idées. Je veux parler des projets qu'on peut mettre en place pour améliorer les conditions de vie des populations. Donc, ces questions qui interviennent, qui arrivent toujours quand il y a des élections présidentielles, moi, j'ai mon avis là-dessus, mais je ne vais pas m'éterniser sur ces questions parce que j'estime que si tous nous nous mettons à parler de ces questions-là, plus personne ne parlera d'idées, plus personne ne parlera d'options techniques, d'options stratégiques en termes de politique publique. Moi, je me suis rangé dans un domaine bien précis, et donc je veux y rester. Ceci étant dit, il faut savoir que la Côte d'Ivoire a toujours toléré la double nationalité. Donc après, si on veut appliquer la loi, il va sans dire qu'il faut aller plus loin. Parce qu'au-delà des Tidiam-Tiam, il y a les Ivoiriens qui sont aux États-Unis, qui sont en France, qui sont en Allemagne, qui sont sans doute dans cette même situation. On va ouvrir une boîte on va dire, boîte à outils, où on va prendre chaque outil pour faire tout ce qu'on voudra. Voyez-vous, moi je pense qu'à un moment donné, il faut faire abstraction de tout cela, aller droit au but. L'objectif, quand on fait de la politique, c'est améliorer les conditions de vie des populations. Moi, je pense qu'aujourd'hui, depuis 2012, on n'a pas fait des réformes structurelles. Donc, il faut penser à cela. L'école, aujourd'hui, est dominée par le privé. 77% des établissements du secondaire général sont des établissements privés. Il n'y a que 23% qui sont des établissements publics. Alors que moi, à ma connaissance, dans aucun pays, on ne voit ce genre de situation. Vous allez aux États-Unis, pays libéral, ben, dans le secondaire général, même dans tout le système éducatif, 90% des Américains vont à l'école publique. Vous allez en Angleterre, où il y a la City, où l'Angleterre, qui est un des pays en matière de libéralisme très très en avance, mais je vous assure qu'en Angleterre, l'école est publique là-bas d'abord. C'est vrai qu'il y a de l'école privée, mais c'est dans une moindre proportion. Voyez-vous, en matière de soins en Angleterre, l'État est acheteur et vendeur de soins. C'est-à-dire que nous avons un système public en Angleterre, comme au Canada. Et pourquoi en Côte d'Ivoire? Parce que nous estimons que nous sommes dans un régime libéral, on doit avoir l'école secondaire du secondaire général qui est dominé par le privé. Ce n'est pas normal. Mais moi, j'ai pensé qu'avec la croissance que nous avons eue, avec la richesse que nous avons créée, c'est vrai, il y a les infrastructures, mais il y a de la place. Il y avait de la place pour faire des réformes à l'école, pour faire des réformes dans le domaine de la santé. Je pense qu'on ne l'a pas fait, c'est une faute, je dirais même, du régime, du pouvoir du président Ouattara, parce qu'on devait réformer l'école pour que l'école publique soit le fer de lance de notre système éducatif. On ne l'a pas fait, c'est une faute. Parce que cette situation, elle date du début des années 1990. Dans le cadre des programmes d'ajustement structurel, on a décidé que l'État n'investit plus dans l'école et la santé d'ailleurs. Donc l'État n'a plus investi. L'État a donc concédé une partie du service public de l'enseignement au privé. Mais ça, c'est une situation d'exception, parce que nous sommes en crise. Nous sommes dans un programme d'ajustement structurel. Entre 2000 et 2010, on était dans ce qu'on appelle l'effet d'onde de guerre. Il y avait eu la guerre, l'économie était en récession, bon, pas vraiment en récession, mais les Ivoiriens ne consommaient plus, il n'y avait plus d'investissement, donc la croissance, on avait une croissance autour de 2000% à partir de 2004, mais on n'avait pas une croissance qui pouvait nous permettre de vraiment produire et d'investir. Et donc, on n'a pas fait ce qu'il fallait, on n'est pas sorti de cette exception. Mais maintenant, à partir de 2012, la paix est revenue. On est sorti de la guerre, donc il fallait inverser la tendance. C'est-à-dire qu'il faut que l'école publique redevienne le fer de lance de notre système éducatif. Parce que, voyez-vous, ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, ils ont tous fait l'école publique. Et pourtant, aujourd'hui,
67%, ça c'est aussi des statistiques socio-économiques qu'il faut rappeler, 67% des élèves en Côte d'Ivoire vont à l'école privée. 67%. À quoi cela est dû? Parce que l'État n'a pas construit des établissements. L'État n'a pas construit d'écoles. Alors j'entends souvent dans le débat public qu'on a construit tel nombre de classes, mais pour quel résultat? Parce qu'en 2010, il y avait 75% des établissements qui étaient privés et 25% qui étaient publics. Aujourd'hui, depuis l'année dernière, on a 77%. C'est-à-dire que même le président Ouattara a rajouté 2% sur les 75%. Donc on a aggravé la situation. Et le nombre d'écoles, d'établissements construits a baissé. Nous sommes à 23% d'établissements. Ça veut dire que nous avons régressé. Mais pourquoi? Parce que nous sommes dans un régime soi-disant libéral. Mais aux États-Unis, c'est un régime libéral. Mais l'école publique est toujours là, qui domine tout, qui prédomine. En Angleterre, pareil. En France, pareil. Pourquoi nous comprenons mal le libéralisme? Sur toutes ces thématiques de politique publique, le gouvernement a échoué. Je suis d'accord. Sur les infrastructures routières, honnêtement, c'est impeccable. Moi, je suis content quand je suis à Abidjan, quand je vois ces infrastructures-là, je suis vraiment content, fier d'être ivoirien. Et je dis merci au président Ouattara. Mais une fois que j'ai dit ça, pour le reste, c'est négatif. Parce qu'on n'a pas investi comme il fallait dans l'école, on n'a pas investi comme il fallait dans dans la santé. Quand on parle de santé, on nous dit qu'il y a tel nombre de... Il y a un hôpital à moins de 5 km et on donne le pourcentage. Mais un système éducatif, ce n'est pas que l'offre de soins. Parce que quand on parle d'hôpitaux, c'est l'offre de soins. Un système sanitaire, ce n'est pas que l'offre de soins, mais c'est aussi la demande de soins. Donc, la demande de soins, c'est la capacité de la population à acheter les soins qui sont dans les hôpitaux. C'est-à-dire que si vous avez un hôpital de dernier cri équipé, tout avec un plateau technique de dernier cri, mais même si cet hôpital est, je crois, à moins de 2 km de chez vous, si vous n'avez pas les moyens, vous n'allez pas y aller. Parce qu'après, il faut payer la consultation, il faut payer l'ordonnance. Voyez-vous? Donc, tout n'est pas d'améliorer l'offre de soins. Je rappelle, la Côte d'Ivoire, sous le président Ouattara, a amélioré l'offre de soins. Ça, il n'y a pas à redire là-dessus. Toutes mes félicitations, en plus des infrastructures routières, l'offre de soins a été améliorée. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est dans tous les standards internationaux. Je suis bien d'accord et j'applaudis. Simplement qu'on n'a pas amélioré la demande de soins parce qu'à côté de tout ça, les Ivoiriens, il faut qu'ils payent pour se soigner. Et ils n'ont pas les moyens. Je vous rappelle aussi des statistiques. En Côte d'Ivoire, nous avons entre 40 et 60% des dépenses de santé qui sont dues au paiement direct. Le paiement direct, c'est quand vous êtes malade, vous allez voir le médecin, vous payez, vous n'avez pas de couverture santé. Donc il n'y a pas de tiers payant. Vous payez et on vous donne les soins. Le médecin vous soigne, il vous ausculte et il vous donne une ordonnance. Et vous allez à la pharmacie, vous payez aussi à la pharmacie directement parce que vous n'avez pas d'assurance maladie. Et ça, c'est on va dire, un déterminant de la pauvreté. C'est-à-dire que le paiement direct, parce qu'au moment où vous tombez malade, vous pouvez ne pas avoir de l'argent. Si vous n'avez pas de couverture santé, vous n'avez pas d'argent, alors bonjour l'automédication, bonjour l'indigénat. C'est ce que vous allez faire, vous êtes condamné. Et il y a même des Ivoiriens qui considèrent la santé comme une variable d'ajustement. C'est-à-dire que quand il a 10 000 francs CFA, il est malade, il doit manger ou se soigner. Il sait que s'il utilise ces 10 000 francs pour se soigner, il n'aura plus rien à manger. Qu'est-ce qu'il fait? Il va tricher sur sa santé. Il va acheter les médicaments dans la rue. Il va faire de l'indigénat. Tout ça va lui coûter peut-être 2 000 francs pour pouvoir manger avec le reste. Donc la santé aujourd'hui est devenue la variable d'ajustement. Mais ce n'est pas normal. Donc on construit des hôpitaux, mais qui doit y aller? Des animaux? Ce sont les hommes qui doivent y aller, ce sont les femmes qui doivent y aller, ce sont les enfants qui doivent y aller. Mais ceux-là, il faut qu'ils aient la capacité de payer les soins. En effet, c'est la CMU, l'assurance maladie, qui améliore la demande de soins, en effet. Mais justement, où nous en sommes avec la CMU ne marche pas. Moi-même, je suis évaluateur de politique publique sociale. J'ai évalué la CMU dans le cadre de mon organisation, la Côte d'Ivoire sociale. Mais je me suis rendu compte de beaucoup de choses. Ce que j'ai constaté, ce n'est pas moi qui le dis. Nous avons fait une évaluation qualitative. Donc, on a fait des questions semi-directes qu'on a posées aux gens. On a interrogé les gens.
Mais on a eu des résultats qui sont assez clairs, très explicites. Les gens ne sont pas satisfaits de la CMU. Alors, donc on parle de la CMU, on nous dit 18 millions d'enrôlés. Mais 18 millions d'enrôlés, ce ne sont pas 18 millions de bénéficiaires. Il faut faire la différence. Donc la CMU ne marche pas. La CMU, c'est une politique publique, et une politique publique, logiquement, on n'a même pas besoin de faire la publicité de cette, parce qu'elle est censée aider les populations à avoir accès aux soins. Mais si les populations boudent cette politique sociale, cette politique publique, c'est qu'il y a un problème. En fait, peut-être que certaines personnes ne me connaissent pas, mais moi j'interviens beaucoup sur la politique sociale. C'est-à-dire que la CMU, je peux dire, je suis le seul à critiquer la CMU en Côte d'Ivoire. Je peux le dire. J'interviens dans les journaux. Peut-être que vous ne m'avez jamais vu ou d'autres personnes ne m'ont jamais vu, ça je suis d'accord. Mais moi j'interviens toujours dans la presse. Je parle de CMU, j'apporte des idées. Ceux qui gouvernent la CMU aujourd'hui, je les connais. Je leur ai fait des propositions. Donc je ne suis pas là pour la première fois. C'est vrai que c'est la première fois que je viens avec des idées, avec un programme de gouvernement, parce que j'interviens sur le domaine, enfin dans le domaine de l'école, d'autres domaines, l'économie, la compétitivité des entreprises. Mais j'ai toujours parlé des protections sociales. J'estime que la politique sociale, et avant tout moi, je milite pour l'investissement social. L'investissement social, c'est l'investissement dans le capital humain. C'est-à-dire, le capital humain, c'est quoi? L'investissement dans l'homme. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, selon une étude de la Banque mondiale, la Côte d'Ivoire a un indice de capital humain de 0,38 sur 1. C'est-à-dire qu'un enfant qui naît aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il développe son potentiel à 38%. On n'a même pas la moyenne. Cet indice est inférieur à la moyenne des pays à revenus intermédiaires de la tranche inférieure. Et la Côte d'Ivoire appartient à cette catégorie de pays-là. La Côte d'Ivoire est en deçà de la moyenne de tous ces pays. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire n'a pas investi dans le capital humain. On parle de redistribution de la richesse. Mais la Côte d'Ivoire, depuis 2012, a opté pour ce qu'on appelle le ruissellement en économie. Alors, c'est vrai que ceux qui font le ruissellement ne veulent jamais reconnaître que c'est le ruissellement. En fait, l'objectif, c'est de permettre aux riches de s'enrichir pour que, à travers leur consommation, les pauvres puissent en profiter, à travers leur consommation, leur investissement. Aujourd'hui, ça existe partout dans le monde, mais ça ne marche pas. Macron l'a fait en France, ça n'a pas marché. Trump, dans son premier mandat, il l'a fait, ça n'a pas marché. Le ruissellement ne marche pas. Donc, il faut avoir une politique interventionniste. Il faut faire en sorte que l'État puisse protéger les plus faibles. Et moi, je propose l'investissement social qui consiste à investir dans le capital humain et donc permettre aux Ivoiriens, par exemple, l'école est un des déterminants de la pauvreté. L'école, c'est-à-dire à chaque rentrée scolaire, il y a des Ivoiriens qui s'appauvrissent pour inscrire leurs enfants. Les Ivoiriens les plus modestes. Mais si l'école publique prédomine, si c'est le fer de lance de notre système éducatif, évidemment, il y aura plus d'écoles publiques et moins d'écoles privées. C'est-à-dire que l'État a la possibilité d'envoyer presque plus de la moitié de ces enfants-là à l'école publique. En Côte d'Ivoire, bon, quand on parle, on nous dit qu'il y a 9 universités qui ont été construites. Mais à côté de ces 9 universités, d'abord même avec ces 9 universités, il faut savoir le nombre d'étudiants. 325 000 aujourd'hui, étudiants. Même si chaque université doit avoir 20 000 étudiants, ça ne suffit pas. À côté de ces universités qu'on a construites, il y a 127 universités privées. Donc, et 400, je crois, si mes chiffres sont moins, 457 grandes écoles privées qui forment les BTS. Donc, 9 universités, ça ne ressemble à rien, ce n'est rien par rapport à la population estudiantine. L'État devrait construire 2-3 fois l'université. Mais donc, voyez-vous, on n'entre pas dans le fond des questions. Parce qu'il y a de la propagande qui est faite et moi je condamne cela. Malheureusement, ceux qui disent ça en face d'eux, ils n'ont pas des gens qui travaillent aussi sur ces politiques publiques. Alors, le président Ouattara a construit tel nombre d'écoles. Mais il a construit tel nombre d'écoles. Je vous assure que l'année dernière, en 2023-2024, il y a 27 000 Ivoiriens, jeunes Ivoiriens, des enfants qui ne sont pas allés au CP1. Parce qu'il n'y avait pas de salle de classe. Donc toutes les salles de classe qui ont été construites là, mais elles sont où? Et ces chiffres que je donne,
je ne les ai pas inventés. C'est des chiffres du ministère de l'Éducation nationale. Tout le monde peut les voir. Simplement que quand vous lisez une étude, il faut la lire avec intelligence, avec attention, vous allez voir certaines subtilités. Donc tous les chiffres que je donne sur l'éducation nationale viennent de l'éducation nationale. Tous les ans, il y a au moins 10 000 à 15 000 enfants qui ne vont pas à l'école parce qu'il n'y a pas de classe de CP1. Je parle toujours de cette école municipalité EPP municipalité d'Odiéné. Des élèves en CP1, ils étaient 70, 80. Des enfants qui arrivent pour la première fois à l'école, ils sont à ce nombre-là. L'instituteur, comment il peut les aider à apprendre des notions ou à aider à écrire? Parce que des fois, l'enfant, il faut même attraper, tenir sa main pour lui apprendre à écrire. S'il a 70 élèves, qu'est-ce qu'il peut faire? Ils ont dû même faire une double vacation. Vous comprenez que c'est vrai, on construit des écoles, je ne dis pas cela, mais ça ne suffit pas par rapport à la population. Parce que la population augmente, le nombre d'enfants augmente. Mais investir dans le capital humain, c'est tout cela. Investir dans la santé. Nous avons un indice de couverture des services essentiels de santé qui est de 45. La moyenne des pays à revenus intermédiaires de la tranche inférieure, c'est 58. Nous, on a 45. C'est vrai que depuis 2000, nous avons progressé, mais nous ne sommes pas dans la moindre des progressions des autres pays. Mais où va la croissance économique? Tout ce que nous créons comme richesse, qu'est-ce que nous en faisons? Moi, je propose par exemple que la Côte d'Ivoire consacre 1500 milliards de francs CFA supplémentaires à l'école ivoirienne. Et je donne 3 ans pour que l'État construise des écoles, pour que tous ces enfants qui sont à l'école privée puissent être déversés dans les écoles publiques. Pendant ce temps, l'État va aider, pendant ces 3 ans, l'État va aider à rémunérer les enseignants qui sont dans le privé, les enseignants qui ont le niveau pour enseigner. Parce que, malheureusement, dans le privé, les enseignants n'ont pas le niveau. Il y a beaucoup d'enseignants qui n'ont pas le niveau. Ce qui fait qu'il y a des écoles privées qui n'ont même pas d'admis à des examens. Comment pouvez-vous concevoir que quelqu'un qui a le BTS puisse enseigner des étudiants en BTS? Quelqu'un qui n'a que le BTS. Et ça, j'ai lu un document dans lequel le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, lui-même l'a dit. Il a déploré cela. Mais pourtant, c'est la réalité. Mais pourquoi? Parce que l'école privée, celui qui construit aujourd'hui son école privée, c'est un investissement. Il veut se faire de l'argent. L'école, aujourd'hui, est entre les mains d'hommes d'affaires véreux. Aujourd'hui, les gens construisent des écoles, pas pour éduquer, mais pour se faire de l'argent. Donc, il y a quelque chose à faire. Tous ceux qui nous gouvernent, je le dis encore, ils ont fait l'école publique. Pourquoi? Vous allez à Yopougon, 1% des établissements sont publics. 1% à Yopougon. Les autres, c'est des écoles privées. Ce n'est pas normal dans une république. Alors, moi, je ne me disperse pas. J'ai des thématiques bien précises. Alors, d'aucuns diront que je n'ai pas pensé à tel sujet, à tel sujet. Moi, je connais les problèmes de la Côte d'Ivoire. L'école, la santé, l'emploi. Et je fais des propositions. Par exemple, sur l'emploi, j'estime qu'on n'a pas de politique ambitieuse de l'emploi. Ce n'est pas normal que tout soit concentré sur les financements de projets ou l'emploi direct. Je vous dis par exemple une chose. Dans la classification, il y a une classification internationale des politiques actives d'emploi qui a été faite par Eurostat, qui est l'agence statistique de l'Union européenne. Et cette classification aujourd'hui, je peux dire, elle est universelle parce que tous les pays l'ont adoptée. En première position, vous avez les services pour l'emploi. C'est-à-dire que dans chaque ville, dans une ville comme Cocody, une commune comme Cocody, on doit, parce que c'est grand, on doit avoir au moins 5 à 10 services, des bureaux d'emploi, comme on en trouve en France ou en Allemagne, l'Office de l'emploi, ou en France aujourd'hui, France Travail. Dans tous les pays, en Belgique, il y a partout. Mais c'est que si nous n'avons pas de politique, de structure ou alors de services publics de l'emploi, ceux qui recherchent l'emploi, l'emploi jeune, à Cocody, il y a combien d'agences? Vous allez à Yopougon, il y a combien d'agences? Est-ce qu'il y a des agences d'emploi jeunes dans toutes les villes de Côte d'Ivoire? Celui qui est à Goïtafla, qui recherche de l'emploi, à qui il s'adresse? Pourtant, quand vous recherchez un emploi,
Si vous voulez vous former, vous devez vous renseigner, vous devez aller dans une agence pour l'emploi, c'est un service public pour l'emploi, pour savoir s'il y a des formations, s'il y a des informations sur les emplois, tout ce qu'il y a comme... Et quand vous entrez, vous ne ressortez pas sans un autre rendez-vous. On vous suit. C'est ce qu'on appelle service public de l'emploi. Ce n'est pas les agences emploi jeunes. Et donc ceux qui sont... Parce que être jeune, c'est entre 16 ans et 35 ans. Et ceux qui ont 38 ans qui sont au chômage, ils vont où? Qu'est-ce qu'ils font? Non, il ne faut pas diviser tous ceux qui sont à la recherche des emplois. Le chômage, il concerne tout le monde. C'est vrai que les jeunes sont très nombreux, mais il faut pas. Il y a des gens qui ont 40 ans qui ont besoin d'emploi. Il y a autour de 600 000 Ivoiriens, jeunes Ivoiriens, les jeunes qui sont éloignés du marché de l'emploi parce qu'ils n'ont pas de diplôme, parce qu'ils ont tellement cherché qu'ils sont déçus. Quand ils se réveillent, ils préfèrent rester à la maison. Et quand ils sortent, ils vont prier, ils vont à l'église. Ceux qui sont musulmans, ils vont à la mosquée. En fait, je veux dire, ils ne croient qu'en Dieu. Ils pensent que c'est Dieu qui peut les aider. Ils ne vont plus dans une agence parce qu'ils sont éloignés. Être éloigné du marché de l'emploi, ça veut dire qu'on considère qu'on n'a plus de chance. Ceux-là, il faut les ramener. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Ça fait plus de 3 millions de jeunes. Alors, on nous dit que sur l'emploi, on a 2,8. Bon, évidemment, il faut quand même préciser que c'est un taux BIT, sur les critères du BIT. Mais il y a un halo autour du chômage. Le halo autour du chômage, c'est-à-dire que c'est ceux qui n'entrent pas dans les critères du BIT. Donc, le taux du chômage, officiellement, si on tient compte de ce halo autour du chômage, il va de 20 à 31%, mais je pense qu'il va même au-delà de 50% le taux du chômage, la vérité. Oui, c'est ce qu'on dit, en fait, c'est que on trouve que le contenu des formations le contenu n'est pas adapté aux besoins des entreprises. Alors en général, quand on dit ça, on pense aux emplois du tertiaire. Mais moi, je pense d'abord aux emplois, aux petits emplois, les petits métiers, les mécaniciens. Tout cela, la plupart, la majorité, ils sont formés sur le tas. C'est-à-dire que comme ça, ils vont apprendre avec quelqu'un d'autre, ils n'ont pas fait de formation. C'est-à-dire que tous les métiers du bâtiment, par exemple, on n'en a pas. Les gens ne les apprennent pas dans des écoles. C'est ça aussi le déphasage. Effectivement, il y a un problème il n'y a pas d'adéquation entre les besoins des entreprises et les formations. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut faire des formations du tertiaire. On veut être comptable, on veut être commercial, on veut être ingénieur. Mais l'économie a besoin des petits métiers. Nous n'en avons pas. Donc, il faut revoir cela. L'économie doit former, notre système éducatif doit former des personnes de métier. Nous n'avons pas de personnes de métier. Ce sont des jeunes qui apprennent tout sur le tas, malheureusement. Et il faut revoir les choses. Alors tout à l'heure, je parlais des 7 grandes politiques actives d'emploi. Il y a les services de l'emploi, mais il y a la formation, bien sûr, qui arrive en deuxième position. C'est-à-dire que si vous voulez que votre politique de l'emploi global soit efficace, il faut avoir une très bonne politique de formation. C'est-à-dire que moi, je propose que, par exemple, tous les jeunes Ivoiriens à l'âge de 16 ans qui ne peuvent pas aller à l'école dans l'enseignement général, qui n'ont plus les capacités, qu'on les oriente. Moi, je suis contre qu'on oriente un enfant parce qu'il a mal travaillé à l'école. Vous voyez, dans des pays comme la France, en Allemagne, où on ne renvoie pas un enfant pour insuffisance de rendement, sauf si les parents veulent que cet enfant reprenne sa classe ou qu'il fasse autre chose. Mais l'enfant, même s'il a 3 de moyenne, en 6e, ils vont le laisser arriver jusqu'en 3e. Et en 3e, il va aller faire une formation. C'est cela. On ne renvoie pas l'enfant ou on ne le retarde pas. Si ses parents veulent qu'il continue, il va continuer même avec ses 3 de moyenne. Jusqu'en 3e, et après, il apprend un métier. Il va suivre sa voie. On va lui demander ce qu'il veut faire. Parce que lui-même, déjà, il est convaincu que dans l'enseignement général, il ne peut plus rien faire. Donc, on va lui demander, bon, voilà ta moyenne dans l'enseignement général. Qu'est-ce que tu veux faire? Il va choisir un métier qu'il aime bien et on va l'orienter. Mais pour cela, il faut avoir des établissements publics pour orienter les enfants là-bas. Non, pas des centres de formation. Les centres de formation, à une écrasante majorité, sont privés. Malheureusement, nous n'avons pas. On a des lycées professionnels, mais quelle est la capacité d'accueil par rapport à la demande? C'est-à-dire que si,
à partir de la troisième, vous voulez orienter, affecter tous les enfants qui ne peuvent pas aller à l'enseignement en général. Si vous voulez les orienter dans ces établissements, vous ne pouvez même pas le faire parce qu'il n'y a pas d'établissement. L'État n'a pas construit. C'est une défaillance. Et puis, comme troisième politique active, il y a la rotation de l'emploi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut rendre le marché de l'emploi flexible. C'est-à-dire qu'il faut le droit du travail, il faut aussi toucher au droit du travail, le code du travail. Parce qu'il est rigide. Aujourd'hui, celui qui a son CDI, il le maintient, il ne veut pas le perdre. Ce qui fait que ceux qui sortent des grandes écoles, des universités, ceux qui finissent leur formation, ils n'ont pas de boulot. J'ai appris, le ministre de l'Emploi, de l'insertion professionnelle a dit qu'entre 500 000 et 600 000 jeunes sortent des écoles et ils arrivent sur le marché. Bon, je pense que c'est un aveu d'impuissance. C'est-à-dire qu'on ne peut rien faire, mais si on peut faire quelque chose, si on commence à formaliser l'économie. Moi, je propose par exemple qu'on formalise l'économie. Parce que nous avons une économie formelle, ce qui fait 10% de la structure de notre économie, enfin, de notre économie effectivement. Et nous avons une économie informelle, à 90%. Mais ça, il faut faire quelque chose. Celui qui finit une formation, il a vocation à travailler dans une entreprise formelle et non dans une entreprise informelle. Donc, si on formalise notre économie, on pourra créer des emplois formels. Voyez-vous? Donc, il faut qu'on formalise. Mais pour formaliser, quels sont les freins? Moi, je propose qu'on réduise, qu'on supprime même des cotisations sociales des entreprises de moins de 5 salariés. Parce que les cotisations sociales empêchent les entreprises, les petites entreprises de 2-3 personnes ou les entreprises individuelles de se formaliser. Parce que quand vous créez une entreprise tout de suite, et vous êtes le gérant, même si vous n'avez pas de contrat, au bout d'un certain temps, la CNPS va vous écrire pour vous dire que vous nous devez telle somme en tant que gérant. Vous devez cotiser. À partir du moment où votre entreprise est créée, vous devez cotiser. Alors que vous n'avez jamais eu de contrat. Donc quand vous recevez votre première facture, vous dites « Ah bon, c'est comme ça, je vais liquider mon entreprise et puis fonctionner au noir, dans l'informel. » C'est ce que les gens font. Donc, il faut supprimer ce frein-là. Moi, je propose qu'on supprime les cotisations sociales des entreprises de jusqu'à 5 salariés. Et pour les autres, il faut réduire les cotisations sociales de 30% pour donner un peu plus de compétitivité aux entreprises, pour embaucher, pour investir, et même pour aller à l'étranger et exporter. C'est comme ça qu'on peut aussi faire des champions nationaux. Je vois qu'il y a des gens qui parlent des champions nationaux, mais ils ne disent pas comment on crée des champions nationaux. Alors, effectivement, la vie est chère en Côte d'Ivoire. Mais ça a commencé depuis 2012. Depuis 2012, vous savez, quand le président Ouattara a été élu, il a fait une réforme paramétrique du système de retraite qui a consisté à augmenter les cotisations sociales des Ivoiriens, enfin des travailleurs, mais des entreprises. Les entreprises ont vu leurs cotisations sociales augmenter. Et en 2013, le président Ouattara a augmenté le SMIC sans mesure d'accompagnement. Vous savez, quand vous augmentez le SMIC, tous les salaires qui font, je l'ai déjà dit à d'autres endroits, qui font 1,5% ou 2%, pardon, excusez-moi, qui font 1,5 fois et 2 fois le SMIC augmente. Pourquoi? Pour éviter ce qu'on appelle l'écrasement des salaires, la hiérarchie des salaires. Si un ouvrier est à 60 000 francs comme salaire, il est au SMIC, et que son chef d'entreprise, son chef d'équipe, pardon, est à 75 000 francs. Si on augmente le SMIC à 75 000 francs, il passe à 75 000 francs, le chef d'entreprise est obligé de bouger le salaire de son chef d'équipe. Parce que s'il ne le fait pas, écrasement des salaires, de la hiérarchie. C'est-à-dire qu'entre le chef et son ouvrier, il n'y aura plus de différence. Donc, c'est comme ça qu'on va bouger les salaires dans la hiérarchie. Ce qui fait que le chef d'entreprise, lui, il est coincé. C'est-à-dire quand il augmente les salaires, lui, ses charges salariales augmentent. Si elles augmentent, ce sont ses charges sociales qui augmentent. Parce que, sur par exemple les retraites, on a augmenté le taux pour les retraites. Vous comprenez que tout ça a pour objectif d'augmenter le coût de la vie. Parce que quand on augmente les salaires, le SMIC, et que les autres salaires autour du SMIC augmentent, le chef d'entreprise, il ne se pose pas de questions, il fait répercuter sur son prix de vente. Parce que lui, il a des charges en plus.
Sans oublier qu'il y a eu la hausse des cotisations liées aux retraites. Donc lui aussi, il ne se pose pas de questions. D'ailleurs, ces deux effets-là conjugués peuvent contribuer. Déjà, on contribue en 2000. Pourquoi à partir de 2012-2013, les Ivoiriens ont senti que le coût de la vie a augmenté? Parce que les entreprises ont fait répercuter. Mais en fait, l'État avait besoin d'un peu d'argent, donc il a fait ça. Mais finalement, qui paye? Alors, dans l'imaginaire, les gens pensent que on a augmenté le SMIC, c'est une très bonne chose. Mais à la vérité, ce qu'on a donné avec la main droite, on l'a repris avec la main gauche. Voyez-vous. Mais ce cumul de postes des acteurs politiques, évidemment, il faut le condamner. Parce qu'on ne peut pas être seul et être intelligent, occuper tous les postes, que ce soit des postes électifs ou des postes de nomination. Il y a d'autres personnes qui peuvent aussi occuper. Et quand on sait que on n'a pas suffisamment de temps, suffisamment intelligent pour s'occuper de tout cela, on va me parler d'organisation, mais je pense que quand vous êtes ministre, après vous êtes ceci, cela, honnêtement, vous ne pouvez pas être performant. Donc, il faut... Moi, je propose, par exemple, que tout ce cumul-là soit, que ce soit au niveau des postes électifs, il faut que ce soit, pour impliquer les gens davantage dans leur travail, il faut supprimer, parce que ce n'est pas utile. On ne peut pas être seul à être partout. Je pense que c'est un mauvais exemple, d'ailleurs, c'est un mauvais signal qu'on donne aux jeunes, à toute la classe politique qui va venir demain. Je pense qu'il faut donner des bons exemples. Non, il faut supprimer. Je ne suis pas pour ce cumul de postes. Mais je pense qu'à partir du moment où il y a des acteurs politiques, ceux de l'opposition, qui décrient la CEU et qui fustigent le fonctionnement de la CEI, je pense qu'il faut voir là un signal pour réformer. Il faut réformer la CEI. Parce que la question de l'impartialité se pose. Est-ce que ceux qui sont à la CEI sont impartiaux? Est-ce que ceux-là, ils peuvent véritablement organiser des élections justes? La question se pose. Moi, je pense qu'il faut écouter les revendications des partis politiques et faire en sorte qu'on puisse aller à des élections de façon sereine. Parce que si ce n'est pas le cas, on va encore, tous les gemmes sont là, tous les ingrédients sont là pour avoir une crise post-électorale difficile. Je ne suis pas devin, mais je pense qu'aujourd'hui, on a pris la mauvaise direction. Il faut rapidement, si on aime la Côte d'Ivoire, il faut rapidement revoir les choses pour que tout le monde puisse être serein. Il faut la réformer. Si tout le monde demande qu'on la réforme, il faut la réformer. Il n'y a que le pouvoir en place qui veut maintenir cette CEI-là. Ça veut dire que je ne sais pas quel intérêt il a à maintenir cette CEI. Si l'opposition la dénonce, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il faut à un moment donné comprendre que si nous voulons aller à des élections apaisées, il faut pas forcément la dissoudre, en tout cas il faut la réformer dans le but de ramener la confiance au sein de l'opposition pour qu'on puisse organiser des élections apaisées. Non, vous savez, moi je veux rester dans un domaine que j'ai bien choisi, les idées. Je ne dis pas que les autres n'ont pas d'idées, mais moi je suis sur des thématiques techniques. C'est-à-dire que moi je ne vais pas dans une alliance pour éviter les débats, les questions de fond. Si moi, je suis dans une coalition, c'est qu'on va parler de comment on finance l'assurance maladie.